S'il vous plaît. Alors, pour le plénière suivant, nous allons surtout parler de l'innovation. C'est vraiment au centre de la révolution numérique. Alors, j'aimerais accueillir un panel tout à fait extraordinaire. Éric Besson, le ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique en France. Il va devoir partir un petit peu plus tôt, je vous le dis dès maintenant. Et puis le professeur Lawrence Lessig de Harvard, Xavier Niel, Yuri Milner de la Russie, Sean Parker, et puis Nicolas Sennström et John Gapper, qui sera l'animateur. Le professeur Lessig, je vous demande de faire votre introduction. Okay, good morning, everybody. Bonjour, mesdames et messieurs. On a tellement de sujets ce matin, des choses très intéressantes au niveau intellectuel et financier. Ce panel comporte un professeur, un ministre et 4 milliardaires. Donc, évidemment, ils font quelque chose de bien, correctement. Et j'espère qu'on va apprendre, nous, de leur part, comment mieux s'en sortir. Malheureusement, Charles Chow ne sera pas ici ce matin et le ministre devra partir un peu en avance pour se réunir avec les autres ministres. Donc, si on veut l'influencer pour changer la politique, et si il décide de la changer, il pourra tout de suite se réunir avec les ministres après pour décider de ce changement. Le professeur Lessig va faire une petite introduction tout de suite. Toutes mes excuses, je vais parler de cette idée si tôt le matin, après la longue soirée d'hier, mais pensez à un alcoolique. Un alcoolique, il ne s'agit pas d'alcoolique dans la rue ou même d'un ancien alcoolique qui a pu s'en remettre grâce à Alcooliques Anonymes, mais un alcoolique de base. Quelqu'un qui travaille d'arrache-pied pour justement arriver à maîtriser son alcoolisme. Mais cet alcoolique, imaginez qu'en plus de sa dépendance à l'alcool, il a une deuxième dépendance dont il souffre. Et ce n'est pas une dépendance qu'il garde chez lui toute la journée. Ce n'est pas un ancien camé de la drogue, mais c'est néanmoins une addiction supplémentaire qui détourne son attention. Il a donc deux addictions, deux choses, deux dépendances qui le tiraillent, qui le rendent vulnérable, qui le rendent même dangereux, car il est susceptible aux tentations. Donc, ce qu'il doit faire, le tuyau pour lui, ce qu'il doit faire, c'est de contrôler, de réglementer ses addictions pour les maîtriser, les contrôler, pour ainsi dire. Pourquoi j'en parle? Pourquoi j'évoque cette image? Je crois que c'est une bonne image du gouvernement démocratique moderne. Parce qu'il y a ces deux choses qui nous tiraillent à chaque fois. Et il y a cette sorte de folie. Il y a la folie d'un côté, le peuple pousse le gouvernement de faire quelque chose qui n'est pas dans l'intérêt public. Pensez à Eva Peron ou pensez au populisme qui a créé les bulles bancaires et d'immobilier aux États-Unis. Ou pensez à l'addiction aux intérêts spéciaux, c'est-à-dire que ceux qui sont déjà en place essaient toujours d'influencer le gouvernement pour pouvoir en tirer les avantages aux États-Unis. Tout au moins, pensez à différentes questions politique où on voit ce genre de problème. Donc, tous ces intérêts tirent dans différents sens tout le temps. Donc, ça fait que le gouvernement est toujours vulnérable. Comme disent les défendeurs de liberté, c'est dangereux car on peut toujours exploiter cette tentation. L'une de ces deux sources peut exploiter cette situation. Il y a en tout cas les tentations de ceux qui sont déjà en place, des sortants, des pouvoir existant. Alors l'Internet, si c'est quelque chose, c'est une plateforme, c'est une architecture. C'est une architecture
comportant des conséquences. Une architecture qui permet l'innovation ou qui permet tout au moins un certain style d'innovation, un certain genre d'innovation. Si on regarde l'histoire de l'innovation chez Internet, Netscape a commencé, il s'agissait de quelqu'un qui n'avait pas terminé l'université. Hotmail, c'était un immigré indien qui a été revendu à Microsoft pour 400 millions de dollars. ICQ, démarré par un jeune Israélien et son père était ici, il l'a revendu à AOL pour 400 millions de dollars. Google a démarré, il s'agissait de deux mecs de Stanford qui n'ont pas eu le diplôme. Napster, c'était quelqu'un sans diplôme et quelqu'un d'autre qui n'était même pas allé à l'école, qui est ici aujourd'hui. YouTube, démarré par deux étudiants de Stanford. Skype démarré par des jeunes du Danemark et de la Suède. Et puis, bien entendu, Facebook et Twitter démarrés par des enfants. Alors, qu'est-ce qui réunit toutes ces innovations? Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Elles ont toutes été faites par des enfants, des non-diplômés et des non-américains, c'est-à-dire des gens de l'extérieur. Voilà ce qu'a permis cette architecture. Les gens de l'extérieur, des nouveaux, ont pu innover. Alors, l'innovation de la part des gens de l'extérieur est une menace pour ceux qui sont déjà à l'intérieur. Skype a été une menace pour les entreprises de téléphonie. Skype, menace pour les entreprises de télévision. Netflix, une menace pour le câble. Twitter, une menace pour quelqu'un qui est sain d'esprit. Donc, ceux qui sont sous menace répondent à la menace. C'est-à-dire que ils vont se retourner vers l'État démocratique moderne et ils vont utiliser la drogue préférée. Aux États-Unis, cette drogue, c'est en fait beaucoup d'argent pour les campagnes, pour ceux qui doivent faire campagne politique, afin de s'assurer justement contre l'arrivée de cette menace qui pèse sur ceux qui sont déjà en place. Voilà, je pense, qu'a raté le président Sarkozy hier. Et la question de Jeff Jarvis, il a dit, le principe pour le G8, c'est que l'État ne doit pas nuire. Le président Sarkozy a dit non, mais nous avons des questions politiques, des décisions politiques importantes à résoudre. Mais voilà ce qui est important. Nous comprenons très bien qu'il y a des questions très difficiles à régler. S'agissant de la vie privée, de la sécurité, des droits d'auteur, des monopoles, on comprend ça très bien. Mais le problème, c'est quand on ne fait pas confiance aux réponses apportées par le gouvernement. Alors, il y a une bonne raison pour ne pas leur faire confiance, car à chaque fois qu'il a fallu apporter une réponse, la réponse apportée par le gouvernement démocratique moderne, ça a été en fait, faire quelque chose qui était très positif pour ceux qui étaient déjà en place, sans tenir compte, sans vraiment répondre, donner une réponse qui puisse vraiment encourager plus d'innovation. Par exemple, pensez aux droits d'auteur, à ces questions-là. Bien entendu, il nous faut un système de droits d'auteur qui garantisse que les créateurs soient rémunérés, qu'on puisse sécuriser leur indépendance pour qu'ils puissent créer. Personne ne dit le contraire. Nous avons besoin de ce système de protection. La question est la suivante. Ce n'est pas de savoir s'il faut protéger les droits d'auteur. Non, la question est de savoir comment protéger les droits d'auteur dans l'ère numérique où l'architecture de droits d'auteur qui date du 19e siècle, est-ce que cela continue à fonctionner au XXIe siècle? Quelle serait une meilleure architecture, un meilleur système de droits d'auteur aujourd'hui? Est-ce que c'est ça la question que se pose le gouvernement aujourd'hui? Je pense que non. Au lieu de se poser cette question-là, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on propose de par le monde, surtout ici, et désolé à mes collègues en France, mais c'est un terme technique juridique, la proposition actuelle, c'est quelque chose qui est mort-né, cette idée de réponse graduée, qui en fait est bénéfique à ceux qui sont en place. Cela ignore le potentiel d'innovation qui puisse venir grâce à une nouvelle architecture, un nouveau système de droits d'auteur. Il ne faut pas me croire là-dessus. Un rapport récent, le rapport Hargreaves du gouvernement conservateur en Grande-Bretagne, ils disent qu'il y a des lois sur le droit d'auteur qui ont été élaborées il y a plus de 300 ans pour donner des incitations à l'innovation, en protégeant les droits des créateurs. Aujourd'hui, ces mêmes lois sont un obstacle à l'innovation et à la croissance économique. Et c'est bien le cas. Pour ce qui est de la politique de droits d'auteur, il n'y a aucun doute
qu'on peut dire qu'on a utilisé le pouvoir de ceux qui sont très connus au Royaume-Uni et cela a en fait nuit aux décisions politiques. Vous pensez à la politique du haut débit. L'Europe a connu beaucoup de succès pour qu'il y ait de la concurrence dans le domaine du haut débit, donc pour générer plus de croissance de Internet haut débit. Par contre, aux États-Unis, tout cela a été un échec retentissant. Les États-Unis étaient premiers pour ce qui est de la pénétration du haut débit et maintenant on est 18e ou 28e selon. Ce changement-là, c'est justement à cause des décisions politiques qui ont empêché la concurrence dans le domaine des FAI de broadband. Ils avaient une réponse, les FAI, et ils ont trouvé des réponses qui étaient bénéfiques pour eux, mais qui ont anéanti toute incitation de concurrer entre eux. Donc, pas de concurrence entre eux, pas d'innovation. Si on regarde ces exemples, je crois que c'est tout à fait juste de dire qu'on est sceptique par rapport aux réponses des gouvernements modernes démocratiques. Il faudrait qu'on leur dise, faites attention à ceux qui sont déjà en place et qui vous proposent des solutions, car ceux qui sont en place, que eux veulent, ce n'est pas la même chose que vous. Vous êtes décideurs politiques. Eux, ce qu'ils veulent, c'est générer des bénéfices pour leurs entreprises. Vous devez vous occuper du bien public. Et c'est tout à fait juste si nous, on dit que jusqu'à ce qu'on trouve une solution à ce problème d'addiction, il faut qu'on insiste sur un minimalisme pour ce qui est de l'intervention de l'État. Le minimalisme dont Jeff Jarvis a parlé quand il a dit ne pas nuire. L'Internet qui accepte les principes d'ouverture, de liberté d'accès, un réseau neutre qui puisse garantir justement l'accès ouvert, afin de protéger ceux qui sont à l'extérieur pour l'instant. Car ce qu'on sait de cette réunion et de son rapport par rapport à l'avenir de l'Internet, l'avenir de l'Internet, il ne s'agit pas de Twitter, ni de Facebook, ni de Google, ni même de Rupert Murdoch. L'avenir de l'Internet ne se trouve pas ici. Il n'a pas été invité. Il ne sait même pas comment se faire inviter, car pour l'instant, il ne s'intéresse pas aux forums, aux politiques comme là. Donc, le moins qu'on puisse faire, c'est de préserver l'architecture du réseau qui protège l'avenir, qui n'est pas encore là dans cette salle. Merci beaucoup. Okay, well, that's a terrific way of framing the. Ça, c'est vraiment génial comme introduction pour parler des décisions politiques. Nous avons beaucoup d'entrepreneurs ici qui ont connu beaucoup de succès. Donc, on va d'abord tirer quelques leçons de ce que ça veut dire que d'être entrepreneur. Est-ce que ce sont des gens bizarres? Pourquoi est-ce que les gens de l'extérieur démarrent une entreprise et comment est-ce qu'ils y arrivent? On va commencer par quelqu'un qui sait vraiment raconter les histoires. John, pourquoi est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes différent de nous, les autres? Eh bien, je ne peux pas parler pour les entrepreneurs en général, je peux parler pour moi-même. Excusez-moi pour ma voix, j'ai un petit problème de voix ce matin. Mais je peux simplement parler en mon nom propre. Je ne peux pas parler au nom des entrepreneurs. Moi, je pense que on a tendance à être un petit peu excentrique en tant qu'entrepreneur. Et moi, je suis encore plus excentrique que l'entrepreneur lambda. En tout cas, en ce qui me concerne, je dirais que j'ai eu quelques instincts et quelques efforts couronnés de succès, mais j'ai des échecs aussi. Mais mes succès, c'était probablement quand j'avais l'idée qu'il y avait quelque chose de cassé, quelque chose qui ne marchait pas, qu'il y avait un problème qui n'est pas forcément très visible, mais qu'on ressent, et on a l'impression d'avoir une réponse unique à ce problème. Donc ça, c'est l'idée. On veut améliorer quelque chose dans le monde. C'est grâce à ça qu'on peut trouver une mission d'entreprise.
Et je pense que c'est un principe très important quand je pense au capital d'investissement pour investir dans de nouvelles entreprises. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être des entrepreneurs, qui ont l'idée qu'ils ne veulent pas travailler pour quelqu'un d'autre, ils veulent être leur propre patron, ils ne veulent pas de travail poste normal. Alors, parfois, ce sont des caractéristiques de personnalité qui sont importantes. Moi, je suis ce genre de personne moi-même, mais ça ne suffit pas. Il faut également qu'il y ait quelque chose qu'on veut changer dans le monde et il faut avoir une vision très précise de comment faire, comment organiser ce changement. On voit dans la Silicon Valley qu'il y a tout un segment de la population, ce sont des gens qui sont convaincus après 4 ans à Stanford ou 5 ans d'études à Stanford, quand ils ont un diplôme en informatique et puis ils travaillent chez Google pendant 6 ans, à ce moment-là, c'est leur tour de démarrer une entreprise. Ils ont gagné ce droit. Mais ce n'est pas un droit qu'on peut gagner. C'est quelque chose qui vient d'une obsession, d'un besoin absolu de changer quelque chose, de trouver une solution à un problème très clair et visible qui existe dans le monde. Alors, Skype, le mot bizarre est Skype, parce que ça va ensemble. Oui, eh bien, tout d'abord, je suis assez d'accord avec ce que dit Sean. Tout au moins, en ce qui me concerne, et j'ai démarré plusieurs entreprises, certaines ont connu le succès, d'autres moins, mais il s'agit toujours de cette idée. Vous voyez un problème qui existe dans le monde et un entrepreneur, quand il voit un problème, il se dit, bon, voilà, je vois un problème, moi je veux réparer ça, je veux trouver une solution. Si j'y arrive, en même temps, je peux, je crois, créer toute une entreprise autour. Et moi, je voulais vraiment laisser une trace, vraiment faire quelque chose qui marque. Et c'est pour ça. Mais c'est également, on fait ça parce que, dans mon cas en tout cas, je voulais faire les choses différemment. J'aime pas faire comme les autres. Regardez, la plupart des nouvelles entreprises font les choses à contre-courant, différemment des autres. C'est généralement comme ça qu'on le fait. C'est souvent des choses inattendues que font les nouvelles entreprises, pas selon les prévisions des autres et tout ça. Donc, pour moi, il faut avoir cette capacité de voir les choses autrement, de voir les choses que les gens ne voient pas. Et puis, il faut avoir la conviction qu'on est capable. Il faut avoir une confiance. Et est-ce que vous ciblez les entreprises existantes qui sont devenues plus paresseuses et vous voulez les détruire? Eh bien, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est beaucoup plus le cas qu'auparavant, quand on a démarré Skype en 2002 et que ça en 2000. On peut dire que chaque jour, ça devient de plus en plus facile de créer une entreprise et d'innover vraiment avec peu de capital, dans une petite start-up, car il y a tellement de technologies qui existent maintenant. Il y a toute cette plateforme maintenant, l'Internet. C'est tellement énorme, ça a un impact énorme parce qu'on peut vraiment avoir un public de centaines de millions de personnes connectées. Mais en tant qu'entrepreneur, on s'en fiche un peu des autres entreprises. C'est pas ça qui nous intéresse. Il y a tout le monde qui a fait une école de commerce, on apprend ce que c'est que les avantages concurrentiels. Mais le plus important, c'est si vous avez des services Internet ou des logiciels qui arrive à résoudre un problème de façon nouvelle. Donc, on parle de nouvelles technologies, des perturbations technologiques. Ce n'est pas l'idée de détruire quelque chose chez quelqu'un d'autre, c'est l'idée de créer une valeur pour vous, pour les consommateurs et pour votre entreprise. Xavier, vous êtes dans un groupe d'élite qui ne comporte que vous, peut-être, c'est-à-dire les milliardaires en France, dont les milliards viennent de l'Internet. Est-ce que c'est plus difficile d'être entrepreneur en France? Eh bien, on a un problème de marché. Le marché européen, en fait, il s'agit de plusieurs petits pays, de petits marchés. C'est beaucoup plus difficile aux États-Unis, beaucoup plus facile, par exemple, en Chine ou aux États-Unis, car vous avez un marché national énorme, beaucoup plus grand qu'ici. Donc, tout de suite, vous devenez mondial. Tandis qu'en France, c'est un pays assez petit et vous avez plein d'autres entreprises européennes qui vous font concurrence. Donc, nous, notre marché interne, c'est pour 60
millions de consommateurs potentiels, de clients potentiels. Donc, c'est très, très difficile d'établir une grande entreprise en France ou dans un autre pays européen. Et est-ce qu'il y a un problème de culture aussi ou de soutien de ceux qui ont le capital? Oui, il y a une barrière à l'entrée. Ça n'a fait que 10 ans maintenant. Quand on a l'euro, donc il y avait déjà le problème de monnaie, il y a différentes taxes, différents impôts au niveau d'imposition dans les pays européens. C'est difficile. Quand vous démarrez une entreprise en France, on ne peut pas ouvrir immédiatement en Italie et en Allemagne. Donc c'est très difficile de vraiment fonder une entreprise européenne. Vous avez beaucoup d'expertise en Russie et aux États-Unis. J'ai une question par rapport à la Russie. En Russie, les entreprises existantes sont protégées par des moyens assez draconiens parfois. Mais vous avez pu investir dans plusieurs start-up russes. Comment c'est en russe? Quel est l'environnement pour l'entrepreneur? C'est difficile de le croire, mais en fait, deux des plus grands de l'Internet sont russes. L'un est entré en bourse hier, 10-11 milliards de dollars. Et puis Mail, 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ce sont les deux plus grandes entreprises Internet en Europe. Elles sont russes. Donc, quelque chose se passe à peu près bien en Russie, de ce point de vue en tout cas. Je dirais que ce que fait la Russie, c'est ne pas trop réglementer. C'est très ouvert. Peu de réglementation. C'est ça le contexte. Grâce à cela, eh bien, combien d'autres secteurs est-ce que vous pouvez me citer où les entreprises russes sont les plus grandes, les neuves, les grandes entreprises? Mais dans ce secteur-là, c'est bien le cas. Donc, ce secteur s'en sort très bien. C'est également alimenté par un très grand nombre d'ingénieurs diplômés, pour certains qui viennent de Facebook et ailleurs. Donc, pas mal d'ingénieurs et beaucoup d'entre eux sont restés en Russie et travaillent dans ces entreprises. Donc, c'est un phénomène très intéressant. La Russie est un peu à la pointe en Europe dans ce domaine. Eric, on a accusé la France, on a dit que la France n'était pas propice aux entrepreneurs, qu'on avait tendance à protéger les industries existantes en France. Qu'en pensez-vous? Quelle est la situation en France pour les outsiders, les nouvelles entreprises? Oui, avec plaisir. Je crois que je serai le seul à m'exprimer en français ce matin. Toutes mes excuses, donc il faudrait mettre votre casque. Merci de votre patience. Ensuite, je voudrais, avant de vous répondre, vous lire un tweet que je viens de lire. Il y a un certain Jean Rem qui dit que sur scène, il y a un professeur, un ministre et 4 milliardaires à l'IG8. Pour cette conférence, je lui ai répondu, est-ce que le jeu, c'est chercher l'erreur? Et l'erreur, c'est peut-être la façon dont nous sommes en train d'aborder l'entrepreneuriat ici en France. Pour répondre à la question que vous avez posée ce matin, je voudrais juste dire 3 choses. La première, c'est que nous sommes tous conscients qu'il y a un lien de plus en plus fort, de plus en plus mécanique entre l'innovation et la croissance. L'étude de McKinsey qui nous a été présentée hier le montre bien. Tous les pays qui ont un fort taux de croissance, et on l'a encore vu pendant la crise, sont tous des pays qui ont consacré une part importante de leur produit intérieur brut à la recherche, au développement et à l'innovation. Et c'est particulièrement vrai pour Internet, qui est en soi une innovation, avec des startups qui deviennent de grandes entreprises en moins de 10 ans, ce qui n'a jamais été le cas dans le monde de l'entreprise, et qui est en même temps un accélérateur et un diffuseur de cette innovation. Et donc, de ce fait, le rôle de l'État a changé. C'est vrai en France comme c'est vrai dans tous les pays. Toutes
les États cherchent à favoriser des écosystèmes favorables à l'innovation. Nous n'y échappons pas. Il y avait des débats théoriques sur est-ce que l'État doit être stratège, est-ce qu'il doit intervenir en matière d'Internet. Les choses sont extrêmement claires. L'État doit favoriser l'innovation, mais ne peut pas intervenir directement lui-même. Ça veut dire que ça reste de l'industrie. Pour que Internet fonctionne, il faut qu'il y ait du calcul intensif. Nous, Français, nous avons des atouts en la matière, mais d'autres États aussi. Il faut qu'il y ait des réseaux qui fonctionnent bien et des opérateurs qui investissent dans ces réseaux. Chez nous, c'est un rythme accéléré de déploiement de la fibre optique et le lancement de la 4e génération en téléphonie mobile. Ça veut dire aussi que nous essayons tous de développer les usages. Je ne sais pas si Rupert Murdoch ne représente pas l'avenir, comme Laurence vient de le dire, mais en même temps, hier, le discours qu'il a tenu en nous bousculant, en nous incitant à faire de l'éducation et l'éducation dans les écoles défavorisées le moteur du futur. Je crois que c'était extrêmement intéressant. Nous essayons tous de le faire. Enfin, je dirais qu'en termes de contenu, bien évidemment, nous cherchons à favoriser la présence d'ingénieurs, de créateurs d'œuvres de qualité, notamment par un statut fiscal qui soit favorable. Chaque pays essaie de développer. Chez nous, ce sont des pôles de compétitivité. C'est un régime fiscal favorable pour la recherche et le développement, pour la jeune entreprise innovante, pour les start-up. Je crois que la leçon est désormais universelle. Tous nos États ne chercheront plus à intervenir directement dans l'innovation, mais à favoriser des systèmes qui soient favorables. Dernier mot, je vous avais prévenu, John, je devrais quitter dans quelques minutes. Il y a le mercredi à 10h en France, c'est ce qu'on appelle le Conseil des ministres. Et le protocole de la Ve République fait que si un ministre arrive en retard, en général, il trouve porte fermée. Et donc, je ne voudrais pas que ça m'arrive. Je vous prie de m'excuser par avance si je me sauve avant la fin de la session. Enfin, je voudrais dire à Yuri que son épouse, qui est assise au premier rang et qui lui a fait de grands gestes quand il s'est assis sur scène, était très très fière de son intervention tout à l'heure. Thank you, Eric. Well, we certainly don't want you to be. Merci, Eric. On ne voudrait pas que vous soyez un outsider, c'est-à-dire face à des portes fermées tout à l'heure. Mais merci pour ces remarques. J'aimerais maintenant parler un petit peu de l'idée de capital d'amorçage. On a des personnes des deux côtés, là, des investisseurs et des entrepreneurs, donc ils connaissent vraiment les deux côtés de cette question. Et de plus en plus d'entrepreneurs connus commencent à investir dans différents endroits. Sean, une question pour vous. Est-ce que on investit dans les nouvelles entreprises pour son amour propre, pour son image? Est-ce que vous dites que moi, je suis ce genre de capitaliste qui investit dans ces nouvelles entreprises? Ben, vous investissez dans d'autres entreprises une partie de votre argent. Oui, c'est vrai, c'est l'idée de cette façon d'investir. J'aime pas trop quand on utilise cette phrase de capital risque. Moi, je me considère avant tout être entrepreneur ayant également un fonds de capital à risque. Et pour moi, je vois les choses un peu différemment. Mes entreprises à travers le monde vont voir ça différemment. Mais moi, je vois ça comme un service public, c'est-à-dire une possibilité de donner à une nouvelle génération d'entrepreneurs ce que moi j'ai pu reçu. Moi, j'ai gagné plus d'argent dans mon entreprise que je pourrais dépenser. Donc, j'investis. Et j'investis surtout parce que j'aimerais essayer d'aider les autres, aider une nouvelle génération d'entrepreneurs avec mon expérience, etc. Quand moi j'ai démarré, il y avait vraiment personne qui pouvait m'apprendre des choses. Dans ma carrière, je n'ai jamais eu un mentor, quelqu'un qui m'aide comme ça. C'est comme ce que disait Larry Lessig quand on est outsider. Je pense que certains entrepreneurs
sur l'estrade ont toujours été des outsiders. Et quand on est outsider, on ne démarre pas avec beaucoup de connaissances de différentes personnes clés. On ne connaît personne, en fait. On doit y arriver au fur et à mesure. On rencontre les gens importants. On fait des erreurs ce faisant, ce qui réduit l'efficacité. Des choses qui ont été évidentes avec un peu d'expérience. Donc, on aurait pu apprendre l'expérience des autres. Donc, moi, quand j'investis dans les nouvelles entreprises, c'est surtout parce que j'aimerais leur donner ce service, une sorte de service, plutôt que d'un investissement juste pour l'argent, selon moi. Move on. You wanted to invest in Vous vouliez investir dans Warner Music, ou en tout cas vous manifestiez un intérêt. Qu'est-ce qui vous attirait vers une activité ancienne dont vous étiez le concurrent? C'était une forme de service public de votre part? Bon, en fait, j'envisageais d'investir 100 millions de dollars dans cette entreprise. Et là, ça, ce serait plutôt comme faire une donation en faveur de la création d'un hôpital. Mais le processus est à présent achevé. Je peux donc à présent parler de mes motivations. Je crois qu'il y a un changement très important sur l'approche financière de la musique. Je crois que les catalogues des compagnies de disques vont vraiment prendre énormément de valeur, de la même manière que celles des éditeurs le sont devenus. Et si vous pensez que cette transformation est en cours dans la distribution et le modèle de distribution qui a été en fait démantelé, si vous pensez que ces systèmes de distribution sont sur le point d'être rétablis, alors les sociétés de disques sont très largement sous-évaluées. Vous voyez iTunes, vous voyez le vieux modèle, vous voyez les tubes, vous voyez le top 100 qui alimente la consommation. Et vous voyez que c'est l'ancien catalogue qui alimente la consommation. Et les utilisateurs ont la possibilité d'accéder à la bibliothèque et avant même de payer pour la musique. Et donc, ils construisent des bibliothèques énormes. Et ensuite, ils veulent prendre ces bibliothèques avec eux ou les transférer sur CD ou Siripod, où ils doivent acheter cette musique. Et c'est vraiment un changement de paradigme tout à fait conséquent. Les sociétés traditionnelles dans le secteur de la musique sont sous-évaluées. Et depuis 10 ans, nous avons constaté la plus grande destruction de valeur dans le secteur de la musique. Une industrie de 45 milliards ne vaut plus que 12 milliards à l'échelle mondiale. Donc, si nous pouvons stabiliser la situation et rétablir la croissance par cette nouvelle technologie, en fait, cela devrait être relativement facile de mettre en œuvre cette création de valeur. Xavier, sur le point du capital risque, vous faites du capital d'amorçage. Qu'est-ce qui vous incite à faire cela? Et quel type d'investissement avez-vous fait en France? Alors, mon activité n'est pas le capital risque. En fait, je suis un entrepreneur. Donc, à partir de cet entrepreneuriat, nous avons créé une société qui est Kima Venture. Et nous investissons dans 2 sociétés par semaine. Et combien investissez-vous? C'est du capital d'amorçage, environ 200 000 dollars américains dans chaque société. Nous faisons ça pendant 2 ans. C'est très amusant. Nous investissons dans de nombreuses sociétés en Europe, aux États-Unis, en Israël. Nous avons quelques problèmes de valorisation dans le capital d'amorçage aux États-Unis. C'est difficile, mais c'est une activité très amusante. Et parlez-nous des jeunes entrepreneurs françaises. Est-ce qu'ils sont aussi enthousiastes? En fait, vous savez que le mot entrepreneur, c'est un mot français. Donc, vous avez de nombreux jeunes en France
qui créent de magnifiques entreprises. Le problème, c'est la taille du marché français qui est très petit. Vous avez parlé de la question de la valorisation et maintenant sur les marchés cotés, organisés. Que pensez-vous de la situation générale concernant les valorisations? Elle vous a été très favorable à titre personnel. Est-ce que... Alors, comme vous l'avez dit dans la présentation, il y a une collusion entre les sociétés en ligne, pas en ligne, les nouveaux, les opérateurs historiques. Et cela crée un très grand intérêt. Et cela est traduit dans certaines des valorisations, cet énorme intérêt. Donc cela fait partie du scénario ou de la situation que vous avez présentée au début de cette discussion. Mais bien sûr, il y a toujours une distinction entre les meilleures sociétés et celles qui sont moins performantes. Donc, il est vraiment très difficile de dire que nous n'investissons pas dans des entreprises publiques, nous investissons dans des entreprises privées. Mais moi-même, je suis fasciné, c'est passionnant à suivre. Alors, certaines personnes dans Silicon Valley disent que vous avez détruit le capital risque puisque vous investissez à une phase très avancée avec des valorisations très élevées, vous suscitez tout cet intérêt et que ça, c'est très mauvais pour l'activité. Que répondez-vous? Mais vous savez, il est étonnant que vous puissiez être coté et le secteur financier vous permet de rester en tant qu'entreprise non cotée pendant longtemps. Vous pouvez limiter votre interaction avec le monde extérieur, avec les opérateurs historiques, et vous pouvez être complètement isolé en quelque sorte. Et le système financier le permet. Et je crois que c'est une évolution intéressante. La deuxième chose que je dirais est que le pouvoir s'est déplacé vers les créateurs, les entrepreneurs ces dernières années. Et l'une des raisons, comme Nicolas l'a dit, pour laquelle nous n'avons pas besoin de beaucoup d'argent pour démarrer une société. La plateforme, c'est Internet dans l'ensemble, est devenue tellement vaste que si vous développez rapidement, vous n'avez pas besoin de beaucoup de fonds. Donc cette évolution du pouvoir du secteur financier en faveur des entrepreneurs et des caractères a été très visible ces dernières années. Nicolas, vous avez une société de capital risque basée à Londres, établie à Londres. Avez-vous des commentaires sur la situation de l'entrepreneuriat en Europe et les obstacles? En fait, nous investissons à l'échelle mondiale. Ce qui se passe, c'est très remarquable ces dernières années. Aujourd'hui, nous avons un marché unifié, mais un marché mondial. Et les sociétés qui réussissent en ligne aujourd'hui deviennent des gagnants à l'échelle mondiale. Et ensuite, vous avez beaucoup de perdants au niveau régional. Donc, en tant qu'investisseur, il ne faut pas privilégier une seule région. En fait, nous investissons à travers le monde. Et nous le faisons. Il est intéressant de rencontrer différentes activités dans différentes régions. L'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu démarrer une société de capital risque et devenir investisseur était parce que je suis moi-même entrepreneur. Et j'ai pensé que j'étais seul en Europe. Lorsque nous avons démarré notre activité, je pense qu'il n'y avait pas d'investisseurs qui avaient justement ce profil d'entrepreneur. Il n'y avait pas d'écosystème. Alors à présent, l'écosystème européen est très bon, très favorable. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs très performants qui deviennent eux aussi investisseurs. Et
lorsque vous avez quelques sociétés performantes en Europe, ceux qui sont managers, responsables de produits, eux-mêmes démarrent des sociétés, donc cela favorise la croissance de l'écosystème. Mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, il faut examiner le marché de manière mondiale, et l'un des défis en Europe est un défi culturel. Mais le plus grand défi est culturel. C'est-à-dire que les gens ont peur de prendre le risque, ont peur de l'échec. La réalité, c'est que vous devez démarrer une société. Il est beaucoup plus probable, l'échec est beaucoup plus probable que le succès. Ça, c'est les statistiques qui le démontrent. Mais si vous êtes en Silicon Valley, si ça ne marche pas, qu'est-ce que vous avez appris? Quels étaient les enseignements? Alors qu'en Europe, on va vous dire, il n'aurait pas fallu faire cela. Qu'allez-vous faire de votre crédit? Qu'en est-il de votre retraite? Et donc, on est en quelque sorte stigmatisé en Europe. On vous dit que c'est dangereux, mais je pense qu'il faut encourager les gens à prendre ce risque. Je pense que le but de nombreux entrepreneurs est de construire une activité, une entreprise et de la vendre. Et vous êtes parvenu à vendre une société à 2 reprises, ce qui veut dire que vous êtes vraiment très fort. Est-ce que Skype sera plus sous Microsoft qu'avant? Lorsque nous avons démarré Skype en 2002, nous pensions que c'était une excellente opportunité qui transformerait la manière dont les gens communiquent. Et c'est une société importante qui peut avoir un impact très important. Mais en tant que créateur, fondateur, en 2005, les options que nous avions étaient de vendre ou une introduction en bourse. Mais donc, c'était le choix possible. Aujourd'hui, c'est différent. Vous avez des gens comme Yuri qui ont transformé ce type d'opportunité pour les entrepreneurs, pour qu'il y ait un marché secondaire, en fait, pour ceux qui veulent vendre leur entreprise. Donc, les choses ont changé. Mais en ce qui concerne Skype, je crois que c'est formidable que ce ait été racheté par Microsoft. C'est-à-dire que cela devient un service qui constitue 25% de toutes les minutes de téléphone au niveau mondial et des communications. Et si cela, Microsoft, ils vont pas démolir Skype. Je ne suis pas Microsoft. Il faut que Microsoft réponde à cette question. Microsoft bénéficie d'une bonne opportunité pour stimuler cette croissance. Lawrence, on a entendu parler cette semaine du piratage, des mesures, de mise en œuvre, y compris John Paribas, les manières de veiller de faire appliquer la propriété intellectuelle, c'est idiot. Vous avez dit que ces droits comptent, sont importants, que les gens ont le droit à la propriété intellectuelle, et vous avez critiqué. Comment pensez-vous que cela doit être appliqué? En fait, je pense qu'il faut poser la question de savoir quelle est la bonne architecture pour les droits d'auteur à l'ère numérique. Comme on nous l'a dit hier, la manière dont le droit d'auteur fonctionne dans l'univers numérique sont tout à fait différents du monde analogique. Dans le monde analogique, nous pouvions vivre sans jamais enfreindre les droits d'auteur. En fait, il y avait un livre, donc on partageait le livre, on le prêtait. On faisait ce qu'on voulait avec ces morceaux de culture. Il n'y avait pas de réglementation. Et une petite partie de la culture déclenchait les droits d'auteur. Dans l'univers numérique,
de manière... Tout, en fait, est susceptible d'être contrôlé par les droits d'auteur. Est-ce que cette architecture fait du sens? Et je dirais que la réponse est non. Il y a une surréglementation de la culture. Il faudrait la réduire et appliquer la réglementation là où nous en avons besoin pour encourager et favoriser des activités qui sont soumises aux droits d'auteur. Donc si nous avons la bonne architecture qui augmenterait les revenus, qui permettait aux artistes d'être rémunérés, alors à ce moment-là, je serai aux côtés de ceux qui veulent veiller à l'application. Mais quand j'ai ma critique, c'est qu'en fait, on maintient un système qui a vécu. Il faut que nous ayons un système de droits d'auteur pour créer l'incitation pour une grande catégorie des créateurs. Mais au XXIe siècle, il faut tenir compte de la technologie numérique et nous ne l'avons pas. Depuis 10 ans, les universitaires, les chercheurs, les entrepreneurs ont décrit les différentes formes possibles d'architecture pour les droits d'auteur. Et ce qui me frappe quand je viens à de telles conférences, c'est que c'est comme si ces discussions n'avaient jamais eu lieu. La conversation d'hier me faisait penser à 1999. C'est comme si rien n'avait changé, comme si le seul choix était de savoir si nous allions mettre en application le statut qui a précédé le statut de Vannes, ou alors nous allons vivre dans l'anarchie, ce qui n'est pas un choix. Alors, nous en France, Xavier, nous avons des mécanismes d'application, les Three Strikes. Est-ce que vous êtes au cœur de ce système? Qu'en pensez-vous? Nous disons toujours que les Français ont inventé les droits d'auteur. C'est un peu difficile. Alors, nous avons une loi. Nous avons une discussion qui était assez dure, d'ailleurs. Je crois que la loi n'est pas bonne, cette loi sur l'application des droits d'auteur. Si vous commettez un piratage, le gouvernement français interdit l'accès à Internet. C'est ridicule. On ne peut pas faire ça. On peut faire ce qu'on veut, mais ça, on ne peut pas le faire. On peut exiger une amende, mais tout sauf couper l'accès à Internet. Je crois que c'est une loi qui n'est pas adaptée. Alors, je pense que nous allons peut-être... Il est très rare d'avoir une vedette du cinéma au panel. En fait, nous n'avons pas une vedette de cinéma, mais nous avons quelqu'un qui est incarné par une vedette de cinéma, et cela change le profil et cela a changé son point de vue sur la confidentialité. Alors, il y a une certaine ironie dans le fait que j'ai créé Napster et Facebook et deux sociétés qui ont joué un rôle majeur dans la transformation des médias sociaux. D'un point de vue économique et d'un point de vue financier et dans les autres aspects de ma vie, je suis l'un des principaux bénéficiaires de cette transformation des médias. Et l'ironie réside dans le fait que je suis l'une des principales victimes depuis de nombreuses années. J'ai vraiment fait l'objet de calomnies dans les médias avec ce film, mais notamment par les médias Internet, par des blogueurs anonymes qui n'avaient aucune idée des concepts de l'éthique du journalisme et qui en sont parvenus à créer cette caricature de la personne que je suis. Et j'ai observé cela, ce personnage, l'émergence de ce personnage, semaine après semaine, toutes sortes de situations bizarres qui m'amusaient, moi autant que les autres, d'une certaine manière. Mais c'était surréaliste. Toute mon identité a été usurpée par la blogosphère, par Twitter, avec Facebook. Donc me voilà.
Je suis l'un des principaux bénéficiaires de cette transformation et par ailleurs, je suis l'une des principales victimes et cela m'a laissé perplexe pendant longtemps et mon réflexe aurait pu être de me retirer, de ne plus utiliser ces médias, d'essayer de cacher mon identité et en fait, il y a eu des moments où j'essayais de le faire. Et ce que j'ai compris, c'était que ma seule issue, c'était d'adhérer à ces médias, de les utiliser de manière plus dynamique, de publier plus fréquemment, d'être plus visible et d'établir un dialogue qui correspondrait à la vérité. Et nous avons pénétré dans un univers où la fiction devient la réalité et vice-versa, où les vedettes américaines, je ne sais pas si c'est aussi vrai en Europe, où les stars américaines mènent des vies qui sont totalement relèvent de la fiction dans l'opinion, alors que c'est encore plus vrai que les choses qui se passent autour d'eux. Et toute la couverture médiatique me concernant depuis 3 ans était de la pure fiction. Et c'était vraiment bizarre de sentir que votre identité vous a été confisquée. Et en fin de compte, avoir plus de gens qui lisaient les interviews m'a permis de reprendre le contrôle de mon identité. Donc l'idée que ces médias détruisent l'intimité, cela est vrai seulement si vous choisissez de ne pas les exploiter à votre avantage. Merci, Justin. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle? Il y a un monsieur, alors vous allez attendre le micro. Merci. Digital Europe, qui est l'association de l'industrie numérique en Europe. Je crois que au XIXe siècle, cela a été inventé en 1777 et je crois que M. Sarkozy a fait référence à Beaumarchais et Beaumarchais était un homme d'affaires en plus d'être un dramaturge de talent. Alors, vous avez une question? Ah non, c'était une commentaire. Le monde serait mondial, si c'était mondialisé, il serait vraiment en faveur de la modernisation des droits d'auteur. Je suis un entrepreneur, Theo Hoffenberg. J'ai une question pour Yuri et Nick. Yuri, vous avez dit que les plus grosses sociétés d'Internet en Europe sont en Russie, mais elles ne viennent pas en Europe. Et Nick disent qu'elles deviennent mondialisées ou alors elles échouent. Alors est-ce que vous pensez que vos sociétés russes vont devenir des sociétés mondiales, des groupes mondiaux? Et la même question pour Xavier qui a dit qu'il a une grosse société qui est une société locale. Donc simplement pour confronter ces idées, cette opposition entre local et mondial. Alors, je pense qu'il faut un grand marché pour être compétitif. La Chine ou les États-Unis ou les pays anglo-saxons sont des pays. Lorsque vous évoquez les sociétés russes, en fait, il s'agit de l'univers russophone et cela représente 300 millions de personnes. Et la Russie ne représente seulement la moitié de cet espace. Donc, si vous abordez ce marché, vous pouvez soutenir la compétition, la concurrence pendant longtemps. Mais il y a des avantages à une présence locale. Donc, je suis d'accord avec Nick. D'accord. Monsieur là-bas. Merci beaucoup. Nigel Hicks, du gouvernement britannique. Une petite partie du gouvernement. Compte tenu des résultats, les résultats de cette manifestation vont être soumis aux dirigeants du G8 jeudi après-midi, est-ce que le panel, et notamment Laurence, compte tenu
de sa critique de certaines des décisions prises par les gouvernements dans le passé, auront-ils un conseil à donner aux dirigeants du G8, à savoir où ils doivent-ils intervenir ou pas? Mon conseil serait que le premier niveau d'intervention ou de non-intervention consiste à préserver cette plateforme d'innovation afin que les entrepreneurs continuent à bénéficier de cette possibilité d'être des challengers aux opérateurs historiques. Alors que les opérateurs historiques vont vous dire, ben voilà ce que vous devez faire. En fait, qu'en disant cela, ils disent, voilà ce que vous devez intervenir afin que nous survivions. Et certains des opérateurs historiques aux États-Unis sont parvenus à se protéger à court terme contre les innovations des deux entrepreneurs à la fin, et d'autres n'y sont pas parvenus. Et Skype est un excellent exemple. Donc ça, c'est le scénario à minima. Maintenant, à long terme, pour avoir une conversation sérieuse sur les droits d'auteur et ce que le Royaume-Uni a fait dans les différents rapports qui ont été produits est très important parce que c'est la première fois qu'un gouvernement a été ouvert sur cette controverse, sur la manière dont cette controverse encourage la diversité, le jugement, sans cet aspect moralisateur qui semble dominer les débats. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir des anciens journalistes du Financial Times pour vous aider. Andrew Keane, question pour Yuri Milner. Quels enseignements l'Europe et les États-Unis peuvent tirer de la Russie, de la libéralisation des marchés pour encourager l'innovation? Quelle est la question? Est-ce que la Russie constitue un meilleur environnement pour les pour les entrepreneurs? Ce qui s'est passé en Russie, ça a été l'explosion de l'entrepreneuriat parce que, en fait, le couvercle de la marmite a été maintenu pendant très longtemps et le marché s'est ouvert et le vieux système, l'ancien système s'est effondré. Donc toute cette énergie accumulée depuis des décennies s'est manifestée et elle a été libérée. Et il y a eu une explosion sans précédent à l'échelle historique de l'entrepreneuriat parce que les ingénieurs russes étaient toujours excellents. Donc, et ce que vous constatez aux États-Unis, c'est qu'il y a un flux ininterrompu d'innovation. Ce n'est pas une explosion, c'est quelque chose qui se produit tous les jours depuis des décennies et certainement depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et ce que je constate à présent, c'est l'accélération de cette tendance. On voit de plus en plus de sociétés qui sont des acteurs mondiaux et qui viennent des États-Unis. Donc il n'y a pas de leçon particulière. En fait, c'est comme si on comparait une flamme maintenue de manière constante à une explosion. Bonjour, Pascal Prodbent de Contrario, basé en France. Je voudrais mieux comprendre de la part des différentes personnes du panel qui ont démarré des activités à travers le monde, comment ils ont appliqué les lois, la législation de leur pays. Ont-ils bénéficié de législation favorable à l'innovation ou alors a-t-il fallu se battre contre la législation et ont-ils gagné dans les cas où ils ont dû se battre notamment? Ma première entreprise était à peu près légale. Ah là, je crois que vous êtes très indulgent avec vous-même. Alors non, commencez par... parce qu'en fait, le procès n'a jamais vraiment eu lieu et la décision de la Cour suprême était tout aussi ambiguë, très ambiguë et n'a rien éclairé. Alors nous existions dans une espèce de zone grise
sur le plan juridique. Et à cet égard, vous avez fait référence aux 4 personnes qui ont créé des entreprises. Et bon, alors en ce qui concerne Napster, c'était peut-être pas une société, c'était plutôt une révolution culturelle. Nous avons bien compris que nous n'allions pas gagner d'argent et nous avons eu de la chance de nous en sortir vivants. Moi aussi, je peux faire un commentaire. C'est intéressant parce que lorsque nous avons démarré Quasar en 2000, nous avons vu ce qui se passait avec Napster et nous nous sommes dit, là, il y a beaucoup de problèmes pour ces gens-là. Et nous avons décidé de créer un réseau ouvert pour que tout le monde y ait accès. Et c'est bien d'avoir des marques, d'avoir un modèle dans l'activité musicale, mais à l'époque, c'était beaucoup trop tôt. Et ce qui est intéressant est que nous étions présents aux Pays-Bas et nous avons comparu devant la Cour suprême des Pays-Bas et on nous a dit que notre prestation était conforme à la loi. Donc on ne peut pas juste prendre une juridiction où nous avions notre siège. Vous intervenez au niveau international et ensuite vous devez opérer sous différentes juridictions. Il y a des conflits là, en termes de législation. Donc là, ce que nous voulions aux Pays-Bas, nous avions encore des procès en cours, des procédures aux États-Unis. Mais sur d'autres questions complexes, vous avez des incohérences en matière de législation en ce qui concerne la protection de l'intimité, de la vie privée. Et il est très difficile d'être en conformité avec toutes les législations. Il y a une question pratique, mais ce n'est pas un vrai sujet, parce que pour des raisons pratiques, il n'y a pas eu d'énorme impact. Sadly, we've run out of time, and I'd just like to... Bien, malheureusement, je crois que nous n'avons plus beaucoup de temps devant nous. Je crois que nous allons simplement remercier nos intervenants d'avoir animé ce débat.